Je ne sais jamais comment commencer une émission. Voilà, c'est toujours... Déjà, je vais te dire bonjour. Bonjour Nadia, merci beaucoup. On se tutoie? Oui, on se tutoie. Allez, on se tutoie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir, de parler de ton dernier film La Patère qui est sorti il y a l'année dernière. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est ça t'intéresse davantage de parler de ton film un an après qu'il soit sorti, t'es plus à l'aise. Le film est sorti, voilà. Il y a eu la critique, il y a eu les spectateurs, je suis déjà sur un autre projet, donc ça va, ça se passe bien. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, tu verras dans la conversation, comment on dit, on va dire, c'est un chaos organisé. Notre conversation sera un chaos organisé, parce que tu me dis ça et tout de suite je pense à un truc, je me dis, mais quand on voit un peu ta filmographie, surtout à partir d'Élise Paloma jusqu'à maintenant, jusqu'à La Patère, entre deux films, tu prends ton temps généralement pour faire un film. Est-ce que parce que malheureusement t'es obligé de prendre ton temps? C'est pas toi qui prends mon temps. Non, c'est la situation, c'est les conditions de production, c'est extrêmement difficile de produire un film, d'avoir de l'argent. Et surtout ce type de cinéma, c'est-à-dire où, voilà, c'est pas... Tu penses que ton cinéma est très difficile au jour d'aujourd'hui à produire? Ah oui, mais je sais de quoi je parle. Le La Patère, on l'a fait avec presque 1,2 million, même pas. 1,3 million, tu vois, c'est comme... Alors moi, ça me parle pas beaucoup. J'imagine que les spectateurs qui sont devant leur écran, ça ne leur parle pas. Très peu d'argent, peu d'argent par rapport aux autres films. Oui, ça c'est pas beaucoup d'argent. Non, mais par rapport aux autres films qui sortent en salle, très peu d'argent, tu vois. C'est vraiment les minimums. D'ailleurs, avec des salaires très bas, des conditions de tournage difficiles. Mais parce que le cinéma est devenu, parce que le financement est devenu difficile, puisque voilà, il y a les télés, il n'y a plus que les télés, quoi. Il n'y a plus que les télés d'ailleurs, c'est vrai. Il n'y a plus que les télés. Moi, j'ai pas eu l'avance pour le La Patère. J'ai pas eu l'avance, j'ai pas eu Arte. Ça a été compliqué. Et alors, je vais te dire une phrase qui est horrible à dire, mais parce que je l'entends souvent dans la bouche de cinéastes aussi. Des cinéastes qui généralement viennent du Maghreb ou d'autres géographies, qui disent souvent, par exemple les cinéastes algériens disent fut un temps l'Algérie était un pays vendeur au niveau du cinéma, d'être produit ici en France. Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que toi tu en penses, toi? Non, ça a toujours été difficile. Regarde, pour Alouache, ça a toujours été compliqué. Exactement. Et c'est pire en pire. C'est pas normal qu'Alouache ait des problèmes de financement. Et ça a toujours été compliqué pour lui. Ça a toujours été compliqué parce que c'est pas un cinéma qui... Au fait, écoute, c'est très simple. Tu fais plus de 500 000 entrées, ça marche. Voilà. On va pas parler pendant une heure. Tu dépasses les 500 000 entrées, t'es financé. Tu fais 130, 140, 150, c'est pas ça marche pas. Une séparation a fait plus de 500 000 entrées, voilà, après on peut le financer, on peut lui donner l'argent, parce qu'on espère toujours que le prochain va faire 500, 600 000 entrées. Donc c'est tout. Hein. Et donc Goodbye Morocco n'a pas fait 500 000 entrées? Ah non, Goodbye Morocco n'a pas fait 500 000 entrées, et j'ai été puni. J'ai été puni, donc ça a pris beaucoup de temps pour financer le La Patère, des années et des années d'attente. On s'est battu, j'ai eu des retours sur le scénario, enfin tu vois, c'est difficile. Non, c'est pas ça, et comment, et le pourquoi, et puis il y a eu un petit miracle, à un moment donné, on a décidé de le faire avec le peu d'argent qu'on avait. Et entre le moment où tu écris le scénario, tu le finalises, donc ton scénario sur le La Patère, tu termines, et jusqu'au moment où tu vas le tourner, il y a eu combien de modifications par rapport à tout ce que tu viens de me dire? Écoute, il y a eu 20 versions, une vingtaine de versions. Une vingtaine de versions. Hein. Et personne n'était content. 20 versions, et c'est toujours pareil. Pourquoi c'est toujours pareil? Parce qu'on ne veut pas donner de l'argent. C'est pas parce que ça ne plaît pas. C'est qu'on ne veut pas. Donc on dit non, c'est pas ça, ça marche pas, ça c'est pas bon. Et qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui parce que écoute, ça m'intéresse. Alors, je vais te donner un exemple précis qui m'a agacé. D'ailleurs, ils ont vu que j'étais très agacé, et plutôt même les second rôles ne sont pas assez développés. Mais le film actuellement, il fait 1h30. Oui. Et à l'origine, il pouvait faire 1h40, 1h45 sur scénario.
Alors, c'est quoi les seconds rôles? Ça veut dire faire un film de 3 heures, c'est ça? Les seconds rôles ne sont pas développés, je ne comprends pas. La tante n'est pas développée, le fils n'est pas... Alors, quand on te dit ça, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, par contre, si tu développes les seconds rôles et tu leur donnes une autre vie, on va te dire, ah, mais c'est un film choral, ça ne marche pas, ça. Non, les films, non, ça, c'est pas bon. Tu réduis, c'est pas assez développé. Il y a toujours quelque chose. Voilà. Je cherche Farid Chekib, on m'a dit qu'il habitait ici. Je suis son fils, Sindine. Attendez une minute. Mais qui vous a dit que votre père habitait là? Vous êtes sa femme. Dites-lui que maman est morte. Regarde, assieds-toi avec lui. Tu lui ressembles. Zino, c'est moi. Je suis Farid, ton père. Malade. Farid? C'est Lola. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? J'ai permis de rectifier un peu son boulot. Tant de moi, c'est ça? Mais qu'il le veuille ou non, je reste ton père. Parce que t'es un père, toi, maintenant? Avec ta mère, on s'est aimé. Pourquoi t'es parti alors? On change pas le cours des choses. Par contre, nous, on peut changer. Parfois, je me demandais si t'avais vraiment dit ça. Petit côté Beyoncé, vous trouvez pas? Oh, le bâtard que t'as là. Alors, je vais te poser une question extrêmement naïve. Mais toi, Nadir Moknecht, tu n'es pas, c'est pas ton premier film quand même. T'es dans le cinéma depuis 2000, depuis plus de 18 ans maintenant. Et même pour des cinéastes qui sont, voilà, qui ont une filmographie assez installée, qui ont fait leurs preuves entre parenthèses. Tu n'as pas fait tes 500 000 entrées. D'accord, on reste là-dessus. Oui. 500 000 entrées. Alors, tu as été à Cannes, tu as eu un prix. Où tu es considéré un peu intouchable par la critique française. Là, c'est différent. Mais t'as pas trop... Je crois pas que tu es quelqu'un qui ait des problèmes avec la critique française. Dans l'ensemble. C'est pas l'unanimité. Non, certes, c'est pas l'unanimité. Donc, si tu veux, voilà, il y a souvent les critiques, par exemple, disent la carte. Tu peux avoir la carte. Si tu as la carte, tu es intouchable. Là, on va financer. En tout cas, tu auras l'avance sur recette, tu auras Arte, une région. Mais les conditions sont de plus en plus difficiles. Et puis, il y a beaucoup de films aussi. Donc, un film qui sort par semaine, comment les voir. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit le générique d'ouverture de ton film, on est extrêmement surpris par le nombre de partenaires financiers qui sont dans ton film. Bon, en tout cas, nous, chez nous, t'as la carte, sache-le. Donc, on va parler de Lola Pater. Alors, Lola Pater, avant de commencer à en parler, Pater, ça signifie le père. Et Lola, est-ce que c'est une référence à la chanson des Kinks? Non. Tu la connais cette chanson? Vaguement, vas-y. C'est la chanson écrite par Ray Davies et dans laquelle il imagine l'histoire d'un gars qui se retrouve dans un bar, il boit un verre et il tombe fou amoureux d'une fille qui est en train de chanter, je crois, ou d'une serveuse, je ne sais plus. Et puis la chanson doit durer 3 minutes 30, et puis à la fin il dit en gros, je sais ce que je suis un homme comme Lola. Ah, pas mal. Et en fait, Lola et voilà. Non, je pensais à d'autres Lola. Dans les Kings, je trouvais. Oui, je pensais à d'autres Lola de Jacques Demy, peut-être ou... Oui, il y avait cette Lola. Et puis il y avait tout simplement Lola parce que je l'ai déjà entendu. De la part de transsexuels, donc voilà. C'est un peu le hasard. Tu sais, c'est un peu le hasard parfois. C'est un peu le. Ouais. Oui. J'avais pensé à d'autres noms, puis après je m'étais dit comment elle pourrait s'appeler. Lola. Voilà. Lola. Bon. Lola, c'est moi. Lola, c'est toi. Donc le film s'ouvre sur la disparition d'une femme, Malika, qui est jouée par Lubna Azabal. Elle est morte et on voit qu'elle a un fils. Son fils est triste mais on voit qu'il n'a pas de père. Et donc il va chercher son père pour une question d'héritage ou je ne sais quoi. Et là on découvre. Donc il a une adresse, il y va. À cette adresse, il voit que il rencontre une femme qui donne des cours de danse.
Et puis bon, c'est pas une intrigue policière ton film, donc on peut déjà spoiler un petit peu. Et on comprend très vite que cette femme, jouée par Fanny Ardant, remarquable dans ce film, on va en parler, bah, cette femme, en fait, avant d'être femme, elle était un homme. Et en fait, c'est le père de Zino, qui est d'ailleurs très bien joué par Toufik Jalab aussi. Et donc voilà, et le film part de ce principe-là, et ensuite on imagine un peu ce qui peut se passer, mais c'est pas très intéressant de savoir ce qui va se passer, c'est ce qui se passe entre. C'est ça qui est aussi très beau, ça on en parlera aussi. Et donc moi la première question que j'ai envie de te poser, comment on arrive à écrire une histoire comme ça là-dessus, sur la filiation, c'est l'idée de filiation finalement. Oui, c'est l'idée de filiation. Écoute, je donne souvent cet exemple, mais en même temps, je crois que c'est vrai. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 3 ans, donc j'ai pas connu mon père. Il est mort d'un accident du travail en France, il était peintre en bâtiment. Et c'est quand même quelque chose qui a été, je peux pas dire douloureux, j'étais trop petit. Mais ça a toujours été là, c'est-à-dire ce père qui est tombé du haut d'un échafaudage. Enfin, tu vois, c'est quand même une histoire un peu tragique et lourde. Et puis mourir en travaillant, c'est quand même terrible. Tu vois, c'est quelque chose de terrible. Et parfois, il m'est arrivé quand je me promène dans Paris, je vais dans des petits bistrots et puis je vois des vieux Kabyles et je me dis, mon père aurait pu être là. Parce que mon père avait aussi un bistrot et il aurait pu être là. Je me dis voilà, il pourrait être celui-là ou celui-là. Donc tu vois, j'essaie de l'imaginer à chaque fois. Et toujours, je projette un peu. Et à un moment donné, je m'étais dit que si en réalité mon père n'était pas mort et qu'on venait me dire ton père n'est pas mort. Il est au fin fond de je ne sais quel endroit, tu vois, en province. Mais il est plus voilà, parce que l'idée vient que le père manque. Tu as envie d'avoir une présence paternelle avec toi. Parfois, il m'est arrivé de voir des papas donc avec leur fils de 7-8 ans et j'entends discuter. Il y avait ça aussi une fois que j'avais vu dans la rue en sortant du cinéma. Je vois un père avec son gosse de 7-8 ans. Ils se parlent et ils échangent, tu vois. Et il y a eu un petit quelque chose, tu vois. Je me dis peut-être que j'aurais pu échanger avec mon père. C'est pas la même chose qu'avec une mère. Hein. Il y avait un rapport entre ce père et ce fils. Et donc, je me dis, voilà, on vient de me dire ça, qu'est-ce que je fais ? On me dit, oui, mais attention, ton père n'est plus un homme, est une femme. Alors, qu'est-ce que je fais ? Parce que je veux avoir une image d'un père, du paternel, du pater. Ouais. Je ne veux pas avoir une femme, puisque j'ai déjà une mère. Ouais. Et puis après, je m'étais dit qu'il est préférable d'avoir un père vivant en femme qu'un père mort. Donc j'étais parti de ça, c'est un peu tordu, mais je suis parti de cette idée-là en disant que je suis pour la vie, quelles que soient les conséquences, c'est-à-dire mon père n'est plus un homme, est devenu une femme, mais je le préfère quand même vivant. Non, mais je ne pense pas que ça soit tordu, parce qu'à un moment, Lola dit dans le film à son fils Zino, quand il lui-même lui dit « Est-ce que tu as pensé une fois dans ta vie que je pouvais avoir besoin de toi, que j'avais besoin de toi ?» Et elle lui dit en gros, si je me trompe pas, elle lui dit en gros, mais tu peux même pas imaginer à quel point c'est dur de vivre dans ce corps. Oui, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose, c'est pas tordu ce que tu me racontes, parce que c'est quelque chose qu'on peut tous vivre sans pour autant... voilà, c'est une situation qu'on peut vivre, n'importe quel père ou quelle mère même peut... Je ne voulais pas que le père ou la mère, en tout cas le père dans le film, se sacrifie pour son fils. Parce que je t'avoue que j'en peux plus du sacrifice. Tu vois, dès que j'entends quelqu'un dire « je me suis sacrifié pour mes enfants, j'ai fait ceci, je me suis sacrifié », non, c'est pas la peine de te sacrifier pour moi. Alors, donc je voulais pas que le père se sacrifie pour son fils. Il y a quelque chose qui ne va pas, il n'est pas bien dans sa peau, il se sent ainsi, et il dit, et d'ailleurs c'est un peu ça l'idée, même s'il ne le dit pas de cette manière-là, mais il a préféré partir que de se sacrifier, parce que se sacrifier, c'est plus tard faire subir, tu fais payer quand même l'autre, parce que je me suis sacrifié pour toi, mais crois-moi, tu vas le payer.
Donc je voulais créer un nouveau rapport, parce que nous, et en même temps ça vient aussi de nos familles, c'est-à-dire de chez nous. On est dans un rapport de sacrifice, les mamans qui se sacrifient pour leur enfant, les papas, les ceci, les rapports très difficiles, très durs entre les fils et leurs femmes, parce que les fils sont très proches de leur mère, tu vois, il y a quand même ça qui nous empêche, je crois, d'avancer. Donc le rapport est très difficile parce qu'il y a cette idée de sacrifice. Je me suis sacrifié. Et j'ai voulu sortir de ce rapport et de faire en sorte un personnage qui s'appelait Farid, qui a décidé de ne pas se sacrifier, mais de penser à lui parce qu'il est dans la douleur. Et il va le dire à son fils. Bon. Mais tu vois, ce qui est assez étonnant, c'est que par rapport à ce que tu me dis, quand je me remémore ton film, à aucun moment on voit des... Parce qu'il y a des petits moments, on voit des flashbacks. Où on voit la maman, Malika, jouée par Lubna Zabal, avec Farid, avec Farid et avec leur petit. Avec Zino. Mais à aucun... les petits flashbacks que nous voyons dans ce film, on voit une situation heureuse, quoi, un quotidien heureux entre eux. Il y a la circoncision qu'on voit, c'est très court, mais c'est assez émouvant, je trouve. Et il y a des petits moments où tu les vois jouer. Mais à aucun moment tu filmes, ce mal-être de la part de Farid, qu'il pourrait se rappeler un moment où il n'était pas bien. À aucun moment tu filmes ça. Tu privilégies plutôt les moments les plus... Puisque c'est les moments qui sont un peu vécus par le fils et par le père. C'est un peu ça, la circoncision, puisqu'il le regarde. Mais en même temps, pour revenir à ça, je voulais pas, parce que j'avais pensé dans une version faire une scène de conflit. C'est-à-dire la mère surprend le papa et faire une scène de conflit avec une... Puis après, je m'étais dit peut-être que c'était un peu trop. Et je voulais privilégier un peu ces moments comme ça de bonheur, puisqu'il y a eu un petit peu de bonheur. Simplement, après, ce qui s'est passé, c'est ce qu'il dit dans la lettre, c'est qu'il y a eu un moment de bonheur, mais lorsqu'il a voulu prendre cette décision, la mère a changé d'avis. C'est-à-dire, a changé d'avis. Elle n'a pas accepté, même si elle était un peu au courant, elle savait. Elle savait. Mais elle croyait qu'il allait se sacrifier, justement, pour son fils. Revenons au début. Donc, tu écris l'histoire. J'ai envie de te demander, est-ce que très très vite tu avais déjà est-ce que déjà à la base, quand tu écris une histoire, tu écris des rôles en fonction pour des comédiens et des comédiennes précises, ou c'est quelque chose J'essaie de ne pas le faire parce que ça bloque l'imagination. Quand tu penses par exemple à un acteur ou à une actrice que tu connais, et si tu commences donc à écrire, tu connais les blocages, les inhibitions, et du coup tu peux pas avancer parce que tu dis machine, elle va pas vouloir faire ça. Et du coup, alors je préfère ne pas penser à ça pour pouvoir écrire totalement, ne pas me censurer et par la suite faire une proposition. Parce que c'est très inhibant, puisque tous les acteurs ont des problèmes. Il y en a qui veulent pas faire ceci, il y en a qui veulent pas faire cela. Ou alors par exemple, si j'avais pensé à Fanny Ardant, je me serais dit mais Fanny Ardant ne peut pas faire ça. Fanny Ardant ne peut pas jouer la scène de l'épicier, par exemple. Fanny Ardant ne peut pas faire de la danse, tu vois. Donc tu t'interdis des films, on revu les films avec parce que tu vois les films de Fanny Ardant, tu dis non, c'est pas possible, elle peut pas faire ça. Ouais. Et justement, c'est une actrice, elle peut faire tout ce qu'on lui demande. Évidemment, ça dépend de son instrument. Elle joue avec son instrument qui est son corps, son esprit, enfin tout. Et aussi, sa voix. Sa voix, on a travaillé beaucoup sur la voix. Et donc, pour revenir à ta question, c'était de dire que non, je préfère ne pas penser aux acteurs, même si parfois ça vient. Tu vois, par exemple, pour Rachita, c'est un personnage qui a quand même été assez proche, pas de Nadia Kassi, mais de tous les personnages qu'on a fait ensemble.
c'est un peu de tout. C'est un peu de Fifi, c'est un peu de Sherazade. J'ai pris, c'est dit à Nadia, c'est un condensé un peu de tout ce qu'on a fait ensemble. Même dans le personnage de Madame Osman. La rouquine, la deuxième épouse, elle est terrible. Elle a une personnalité comme ça, très forte, j'aime beaucoup un peu dominatrice. Qui a un dos formidable. Je me rappelle toujours de ça, de ce dialogue-là. Elle a un dos formidable. Et là, je voulais qu'elle soit... Ce personnage-là, tu sais, c'est un peu ces Algériennes qui sont parties dans les années 90, qui en ont vu des... Tu vois, elles en ont marre, elles en peuvent plus, elles arrivent à Paris et c'est... Elle ne se refuse rien. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Depuis que je suis en France, je ne me refuse rien. J'ai envie d'avoir un chien, j'ai un chien. J'ai envie de l'emmène chez un toilette. Enfin, voilà. Je fais tout ce que j'ai envie de faire et je voulais qu'elle soit dans la vie. Elle a tellement peut-être souffert, ou en tout cas elle a vécu des choses. Et là, elle est là et elle est... Voilà, elle vit, elle est dans le quotidien, dans la vie, elle a un chien, et puis elle dit cette phrase que je trouve superbe, quand elle dit on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas changer les choses, par contre nous on peut changer. Et j'aime bien cette idée de savoir que nous on peut changer. On ne peut pas changer le cours des choses, le cours de la vie, et ce qui vient de se passer. Vous savez, c'est comme quand tu vas chez les psys, certains psys te disent oui, alors tu dis oui, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé... Oui, et alors, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va faire. Et c'est un peu ça, le personnage de Nadia. C'est vraiment de dire, ok, il m'est arrivé plein de choses, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ok, tu viens d'apprendre que ton père n'est plus un homme. Ok, d'accord, alors tu vas pleurer un bon coup, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'elle lui dit d'ailleurs. C'est ce qu'elle lui dit. C'est ce qu'elle lui dit. Il y a cette scène très très belle aussi, encore dans le chaos organisé, désolé Nadir, mais il y a cette scène très très belle pour revenir sur le personnage de Rachida joué par Nadia Kassi, où quand Nadia Kassi retrouve son beau-frère, en fait. Oui. Elle est très particulière cette scène, ça se passe dans un cimetière déjà, et tu les filmes en chant contre chant, et on voit le personnage donc de Lola qui arrive avec son espèce de pot de fleurs ou je ne sais quoi, très bien habillée, elle est majestueuse, d'ailleurs tu la filmes en plan large, hein, pas en plan américain mais vraiment en plan large, et puis elle arrive aussi, Nadia Kassi, il y a des chants contre chants. Tu me disais il y a 20 minutes, Lola c'est moi, j'ai envie de te dire, mais là tu retrouves Nadia Kassi, quoi. Comment t'expliquer? Il y a des scènes comme ça dans ton film et c'est pour ça qu'on disait en antenne, je trouve que c'est un film extrêmement personnel, mais en même temps très doux, très apaisé, très calme. Moi je suis pas calme, je suis pas apaisé, c'est ça? Non, parce que quand je vois tes précédents... Non, je parle de tes films, je ne me permettrai pas. Non, mais quand on voit le Harem de Madame Osman, que j'aime beaucoup, mais c'est quand même un film qui parle beaucoup, qui est aussi très tendu. Bon, ça se passe aussi dans une Algérie, un contexte violent. Voilà, c'est très violent. Parce qu'on est à Alger. Des années 90, c'est le couvre-feu, il y a ça aussi. Pas que ça, c'est que les personnages sont de là-bas, donc ils sont violents. Ils ont des rapports violents entre eux, ils sont sans concession. Mais d'ailleurs, même dans Viva l'Algérie, même aussi dans Deis Paloma. Et puis, bon, il y a eu Goodbye Morocco, mais ça on en parlera un peu après, c'est autre chose, Goodbye Morocco. Et là, celui-là, je t'assure, j'ai trouvé que c'était, il y avait une espèce de douceur, comme ça, alors que c'est pas évident, ce que tu dis, ce que tu filmes. Oui. Et cette rencontre, ces retrouvailles entre elle et elle, ou elle et lui, je ne sais quoi, enfin, plutôt elle et elle. Enfin, j'ai trouvé que c'était un moment qui pouvait être aussi très personnel. Je sais pas comment te le dire, mais c'est des petits moments comme ça que je trouve... C'est cette scène-là, je t'avoue que... bon, je voulais faire une rencontre, mais est-ce qu'elle allait être une espèce de rencontre un peu... tu vois, un peu lourde, un peu c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, tu es qui, ou est-ce que tout simplement voilà parce qu'elle savait pas que Farid était devenu une femme, elle savait pas, elle pensait qu'il serait homosexuel, qu'il était homosexuel, c'est ce qu'elle lui dit. Ouais. Mais elle dit et je me suis dit, ce personnage de Nadia, c'est une dingue, quoi. Elle est là, elle court. Donc comment elle va aborder ça? Elle va pas l'aborder d'une manière complètement normale. Et puis après, j'ai eu cette idée de rencontre comme ça, de ces deux travelling qui s'approchent. Et je te reconnais, dans un cimetière, je te reconnais pas. Si je te reconnais, mais j'arrive pas à remettre les deux ensemble. Et puis elle se tombe dans les bras. Alors ça, par contre, quand je faisais lire certains, donc de nos amis un peu partout qui financent, ah mais c'est pas possible, ça peut pas arriver. J'ai dit mais vous savez, chez les gens du Sud, chez les Algériens, mais aussi chez les gens du Sud,
c'est-à-dire une rencontre comme ça peut se faire, c'est-à-dire on se tombe dans les bras même si on ne s'est pas vu depuis 30 ans. On n'est pas, c'est pas Wim Wenders, on n'est pas chez les Allemands, on n'est pas dans le Nord, on est dans le Sud. Donc des gens peuvent se tomber dans les bras comme ça et s'embrasser, et voilà, il n'y a pas de froideur. Et c'est vrai qu'elle se tombe dans les bras, et puis après elle se parle, elle dit voilà ce qui s'est passé, ce qui s'est pas. C'est juste beau, quoi. Fanny Ardant. Oui, on a eu quand même les mûriers. Ça, c'est ce qu'on appelle les chances, tu sais, les dieux du cinéma. C'est-à-dire que quand j'ai visité le cimetière de Pantin, d'abord je suis allé à un autre cimetière où je trouvais horrible. Et puis je suis allé à Pantin, et donc c'était avant évidemment la saison du printemps. Et quand on a été pour tourner, et c'était, il y avait les mûriers qui avaient fleuri, et je me suis dit mais ça c'est une chance terrible, c'est-à-dire on a tout à coup cette allée des mûriers blancs, on va profiter de ce moment-là, de ces mûriers, et ça donne ce côté complètement magique. Et puis le fait de le faire dans un cimetière, ça comment dire, c'est une espèce de retour aux sources, parce qu'il y a être dans un cimetière, c'est parce qu'elle voulait voir la tombe de sa femme, donc il y a un retour. Moi j'aime beaucoup le cimetière de Pantin, parce que j'avais découvert lors d'un décès d'un ami. Il y a un carré musulman à l'intérieur du cimetière de Pantin. Il n'y en avait pas, mais maintenant il y en a. Il y en a. C'est l'un des plus grands cimetières juifs de France. D'accord. Il y a un énorme... enfin, c'est plus qu'un carré. Et je l'avais découvert et je l'avais vu et je trouvais ça très beau parce que c'est quand même... il y a aussi beaucoup de végétation, il y a des arbres, et c'est depuis quelques années, donc ces dernières années, il y a un énorme carré musulman. Et je sais pas, il y a quelque chose dans ce cimetière. En tout cas, ça t'a tellement marqué que tu l'as mis dans le... Voilà, parce que souvent au cinéma, on a le Père-Lachaise. Oui, parce que c'est historiquement ça. Voilà. Et puis les carrés musulmans, il y en a un peu partout. J'en ai vu parfois aussi des tout petits comme ça dans un cimetière. C'était un peu triste. Ou celui de Bobigny, mais celui de Bobigny, c'était trop sinistre. Fanny Ardant arrive quand exactement dans les nombreuses réécritures de ces... Écoute, elle est arrivée un an avant, quelque chose comme ça. Je dirais une année, à peu près. Je pense qu'elle est arrivée un mois de mai. C'est ça, un mois de mai, c'était juste avant le fameux festival. Et nous, on a tourné en avril. Donc, presque un an. Et c'est toi qui as eu l'idée ou c'est quelqu'un qui t'a fortement suggéré? Écoute, moi j'ai eu l'idée, mais pour être très, 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 très honnête, on va dire ça. On est toujours honnête. Même si je suis toujours honnête. Moi je l'avais un peu dans ma tête, sans en parler à personne. Et c'est ma mère, en discutant avec elle un dimanche, je déjeunais chez elle, et j'y parlais du scénario et tout, et elle m'a dit ne cherche pas, il y a une seule actrice qui peut le faire, c'est Fanny Ardant. Et j'avoue que j'étais un peu, je me suis dit mais comment elle a eu cette idée? Alors après je lui ai dit bravo, merci. Tu lui racontes, tu l'avais raconté un petit peu l'histoire? Oui, je raconte l'histoire. Ah oui, elle savait que le personnage était un homme devenu une femme. Elle m'a dit il y a une actrice qui peut le faire, c'est Fanny Ardant. Et après, je dis, t'es sûr? Oh, non, je la vois pas, non, c'est pas possible, je fais semblant. Je dis, ah bon? Elle dit, Et j'ai fait le même coup aussi avec Nadia, parce que j'avais appelé, je dis, qui tu vois dans le rôle? Elle m'a dit Fanny Ardant. Je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose, alors on va le faire comme ça. Et elle a tout de suite... Ah oui, non, mais ça s'est très très bien passé. Le premier contact très agréable, elle m'a tout de suite proposé une lecture. Tu sais, les grands acteurs, j'aime bien parce que en général les acteurs français, tu sais, ils veulent pas faire de lecture ou je ne sais pas, enfin tu vois, il y en a qui veulent pas faire de casting alors qu'ils font les castings pour les Américains, ils vont aller dans l'hôtel discrètement passer un casting pour un réalisateur américain.
Et ce qui est bien avec Ardent, c'est qu'on s'est vu dans un café. Elle m'a dit, vous voulez qu'on fixe un rendez-vous pour une lecture? Et voilà, donc on s'est vu le lendemain pour une lecture. Alors une lecture, ça veut dire une lecture travaillée. Tu vois. C'est-à-dire, explique un peu, parce que moi je sais ce que c'est qu'une lecture travaillée, mais c'est quoi en gros? Lecture, c'est toujours, on lit le scénario, mais en même temps, il y a une manière de communiquer sur voir comment qu'est-ce qu'elle me propose et ce que je lui propose, et puis de se parler honnêtement, de dire voilà, Fanny, ce que je recherche, ce que je veux, et de se dire simplement les yeux dans les yeux, est-ce que vous voulez travailler avec moi, c'est-à-dire travailler, oui. Pas simplement tourner, mais travailler sur le personnage, sur le costume, sur la voix. Voilà, faire un vrai travail, une direction d'acteur. Elle a compris très vite un peu le personnage On a travaillé. Moi, j'avais toute une documentation sur des personnages vrais. Oui, parce que tu me disais, par exemple, pour Madame Haussmann, quand on s'était rencontrés il y a quelques années, on avait parlé de Madame Haussmann, et moi je t'avais dit, c'était il y a 10 ans de cela, ou je sais pas, je t'ai dit oui, mais Madame Haussmann, naïvement, parce que je connaissais rien, je n'ai jamais vu de Madame Haussmann en Algérie. Tu m'as dit, mais trompe-toi, ça existe encore et encore, et c'est vrai. Madame Haussmann, c'est du copier-coller. Madame Haussmann, oui, maintenant je suis d'accord avec toi, parce que j'en ai vu aussi. Parce que tu en as vu. C'est juste impressionnant d'ailleurs. Ouais. Et mais il y a un peu de ça aussi chez Lola, si je me trompe pas. Il y a un peu de Madame Haussmann aussi chez Lola. Un peu normal. Ouais. J'ai donné plusieurs exemples. Tu vois, je lui ai montré plusieurs exemples. J'ai montré des professeurs d'université qui avaient changé de sexe, donc des Américains. J'ai montré quelques Françaises, une Algérienne que je connais très bien. Donc un peu une documentation, des photos pour voir un peu, pour sortir un peu du cliché du transsexuel, drogué, prostitué, malheureux. Bon, il y en a bien sûr, mais bon, pour changer un peu. Et on a travaillé sur ça, sur la documentation, et puis après on a essayé un peu de construire le personnage. Du corps, la voix, la démarche. Tu es ce genre de cinéaste qui déjà a une idée précise de ce que tu veux et qui essaie d'emmener la comédienne ou ton comédien vers cette idée, ou est-ce que c'est une idée qui n'est pas encore bien précise et que tu as envie de travailler avec? Si tu veux, j'ai changé parce qu'avant, parfois je voulais mettre le rond dans un carré, le carré dans le rond, tu vois, et c'est difficile. Parce que pourquoi on fait un casting? C'est pour choisir la bonne personne. Donc ça ne veut pas dire que tu prends n'importe quel acteur ou actrice qui va pouvoir jouer exactement comme tu veux. C'est pas possible. Sinon, on fait pas de casting. Donc le casting doit être le plus proche de ce que tu recherches. Donc chacun a un instrument, a une manière de jouer. Alors qu'avant, je voulais absolument, par exemple, quand j'avais pris Carmen Maura, je voulais absolument qu'elle fasse exactement ça. Et donc ça a été un peu difficile pour elle de se plier parce que je voulais une vraie Madame Haussmann, mais comme je l'avais vue dans la vie. Et c'est impossible d'avoir la Madame Haussmann dans la vie, parce que la Madame Haussmann dans la vie n'est pas actrice. La vraie Madame Haussmann, elle n'est pas actrice. Donc, c'était un peu compliqué. Et après, j'ai compris avec les années de dire, non, on fait un casting, on choisit la personne la plus proche du personnage, et puis on travaille aussi pour aller vers ce personnage-là. Mais on ne sait pas ce qu'on va avoir au bout du compte. Il risque d'avoir des choses parce que l'acteur ou l'actrice, il y a du boulot. Alors après, on dit il y a des méthodes, on dit il y en a qui veulent fatiguer leurs acteurs, ou il y en a qui... Tu n'es pas de ce genre, toi? Non, moi, j'aime pas les conflits sur le plateau. J'aime pas ça parce que je trouve ça, tu vois, c'est épuisant. J'aime bien qu'on travaille. Bien sûr que c'est difficile. Déjà, faire un film, c'est difficile. Jouer, c'est difficile. Alors si toi, tu rajoutes avec tes crises et les conflits, tout ça, non. Donc, on a travaillé sur le personnage, sur la démarche, on a construit. Et puis, ça a donné ce personnage mélancolique, parce qu'elle est mélancolique. Alors qu'à l'origine, elle l'était pas, tout à fait. Le personnage de Lola. Ça a donné ce côté mélancolique. Et Lola, Fanny, Paris, ça a rajouté à cette mélancolie quand on la voit marcher sur le pont, elle traverse la rive gauche pour aller sur la rive droite. Il y a quelque chose comme ça de moi qui me plaît beaucoup. Et au début du film, de La Patère,
On voit le générique, la scène d'enterrement, Zino joué par Toufik Jalab. On va parler aussi un peu de Toufik, qui est juste, qui est extraordinaire dans ce film, qui joue du piano, et on voit, et il a travaillé beaucoup, Toufik Jalab, parce que c'est loin de sa nature. Je connais pas sa nature, mais j'ai vu d'autres films dans lesquels il avait joué. C'est vrai que c'était différent. Très très loin de sa nature. Il n'est pas aussi bavard que dans les précédents films que j'avais vu jouer. Juste un petit truc pour revenir aussi par rapport au cinéma. Parce que pour contrer tes détracteurs, je pense qu'il en existe, tu fais du cinéma. Donc parlons aussi du cinéma que tu aimes. Eh bien, dans cette ouverture, celles et ceux qui sont très observatrices remarqueront qu'il y a, je pense pas me tromper, il y a Fawzi Ben Saïdi. Oui. Voilà, mais ça dure c'est rapide, d'accord. Il joue le rôle d'un imam. Oui. Voilà. Donc il y a lui qui il avait un rôle très important dans Goodbye Morocco, qui est un personnage masculin. Certainement, peut-être pour moi, le personnage masculin le plus intéressant que l'on ait vu dans ta filmographie, oui, je pense. Non, mais Fawzi est un être exceptionnel. Voilà, et il y a un cinéma qui, on peut dire, le tien et le sien peuvent se dialoguer. Et je trouve aussi que ton cinéma, mais ça j'ai remarqué cela avec le Lapataire, je trouve ton cinéma peut dialoguer aussi avec celui de Téchiné. Et je sais pas si... Voilà, c'est un certain cinéma français, celui de Téchiné, qui est une espèce de très romantique et en même temps très classique. Donc pour moi, le classicisme, c'est l'élégance. Donc c'est un cinéma qui est très élégant, très classique, donc très romantique, une noirceur aussi. Et je pensais beaucoup à Téchiné en voyant le Lapataire. Voilà. Je te demande pas de te revendiquer. Non, mais c'est difficile de parler de quelqu'un qui est vivant et qui, voilà, c'est vrai que Téchiné, c'est un monsieur, c'est un cinéaste qui fait des films par rapport au thème qu'il a souvent utilisé comme l'homosexualité, tout ça. Non, je parle pas de ça. Moi, je te parle vraiment du cadrage. Sa sensibilité, il y a certains de ses films. Oui, on peut dire. Mais en même temps. C'est la critique de cinéma, toujours tendance à vouloir comparer des cinéastes avec d'autres cinéastes. Oui, mais c'est vrai que quand on regarde le cinéma français, enfin comme moi je regarde le cinéma français, c'est vrai que celui de Téchiné, c'est celui que j'aime vraiment, que je me sens le plus proche, parce qu'il c'est toujours sur un fil. Exactement. Et Téchiné est peut-être l'héritier le plus direct d'un certain cinéma, peut-être de la nouvelle vague, je ne sais pas, ou de Truffaut. Enfin, il y a quelque chose comme ça par rapport. Ce cinéma-là, tu l'aimes, je pense, le cinéma de la nouvelle vague. Cette espèce de très romantique, très urbain aussi, quelque chose d'une espèce de liberté. Alors, c'est un peu, je sais pas comment on peut dire, mais moi j'aime beaucoup Truffaut, j'aime beaucoup le personnage de Truffaut. Mais lui, en tant qu'homme, je peux écouter Truffaut pendant des heures et des heures. D'ailleurs, je l'écoute assez souvent. Il a une voix très particulière. Il a une voix particulière, et puis il y a une générosité, une bonté qui émane de lui. Et j'ai toujours été bouleversé par ce qu'il dit, et donc j'ai pas mal d'émissions que je réécoute. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à réécouter, à apprendre, beaucoup d'humanité. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup mais lui aussi en tant qu'homme, en tant que personnage. Parce qu'il y a des cinéastes dont j'aime les films, mais les personnalités, mais Téchiné, j'ai un rapport particulier. Surtout aussi peut-être par sa vie, son rapport à sa mère, les 400 coups, et voilà, il y a des choses comme ça qui me parlent. Et puis son rapport à sa mère, les 400 coups, et voilà, il y a des choses comme ça qui me parlent. Et puis lui, quoi. Et du coup, après, quand il y a eu cet heureux hasard de travailler avec Fanny Ardant, ça m'a fait un bien fou en même temps. Comment tu gères ça, c'est une question un petit peu, pas people, mais c'est un peu cinéphile la question que je te pose, parce que tu es cinéphile aussi. Comment on gère ça ? Oui, mais c'est elle qui comment on dit ? Je pense que c'est déjà, enfin,
Le rapport, c'est comment elle se présente à toi. C'est ça, si tu veux. Je pense que... Alors moi, évidemment, je m'étais préparé, bien sûr. Je sais ce que c'est. Voilà, je me souviens très bien. Enfin, je me souviens. Quand j'ai vu la première fois Fanny Ardant, c'était Vivement Dimanche. J'étais peut-être... Oui, j'étais en terminale, tu vois. C'était les débuts où j'allais, voilà, 84. Oui, tu vois. Donc, je me rends pas compte. Je vois un film, Vivement Dimanche. Enfin bref. Donc après, le hasard fait que 30 ans après. Mais bon. Mais si tu veux, c'est la manière dont. Oui, c'est la manière dont elle se présente. Est-ce qu'elle va mettre des barrières ou pas? Est-ce qu'on va en parler ou pas? Tu vois, c'est comme ça que ça s'est fait d'une manière très, très naturelle. C'est à un moment donné, évidemment, qu'il fallait qu'on en parle, tu vois, de François. Bah oui. Donc, et c'est venu d'une manière très élégante. C'est venu à un moment où on parlait, on se préparait, où je crois qu'on devait choisir les costumes, et puis à un moment donné, voilà, elle parle, et c'était une manière comme ça, toute simple. Mais j'ai jamais dit ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que c'est une personnalité, tu vois, avec cette humanité. J'ai jamais rien dit, parce que je me suis dit ça. Les rapports c'est pas pareil. Elle a un rapport très particulier, pas commencer. Et j'ai jamais parlé non plus de sa fille. Enfin, tout ça a été d'une manière très, comme ça, des rapports très simples. Mais de temps en temps, on le citait. Et à filmer, c'est un peu aussi faire un clin d'œil. Et à filmer, oui, parce que c'est vrai ce que je t'ai dit. Hein. Il y a quelque chose de sa personnalité qui dégage beaucoup d'humanité. Et je crois que c'est peut-être pour ça aussi que je me suis très bien entendu avec Fanny Ardant. C'est parce que je me suis dit, en même temps, ce monsieur ne pouvait connaître que des gens bien. Et quelque chose comme ça. Donc... voilà, donc c'est vrai que c'est un moment de bonheur particulier. Et est-ce que Fanny Ardant, on peut envisager qu'elle rentre dans la famille du cinéma de Nadir Moknesh, c'est-à-dire ces comédiennes qu'on voit souvent dans tes films? Je ne sais pas, je t'avoue que... On verra. Oui, on verra. Après, tu vois, c'est toujours difficile. Oui, j'imagine. J'ai travaillé beaucoup avec les mêmes. Oui. Tu vois. Par exemple, j'aime beaucoup Fawzi, mais j'ai travaillé un tout petit peu, mais... Après, il faut trouver. Et c'est un acteur exceptionnel aussi. Ah oui. On dirait un acteur d'un film muet. Oui, il y a quelque chose de... Il doit être très longiligne comme ça. Et même dans ses propres films. Alors, pour moi, son dernier film me fait penser à La soif du mal. Alors, peut-être que Volubilis Non, parce que je n'ai pas vu Volubilis. D'accord. Je parle de Mort à vendre. Ouais. Il me fait penser à La soif du mal, parce qu'il a un personnage comme ça, où il s'est mis un faux ventre. C'est un faux ventre. Oui, il s'est mis un faux ventre, il est tout maigre. Le flic corrompu, un peu comme le personnage d'Orson Welles. La soif du mal, oui. Avec cette très belle séquence d'ailleurs, parce que toi je sais que tu es très mélomane, il y a cette très très belle séquence où on le voit pour la première fois, il est assis dans un salon d'un appartement crade. En face de lui il y a le père d'un des personnages et il y a cette chanson de Ismahan. Oui. Et une très belle séquence. Ça c'est magnifique. Non mais il y a un univers quoi. Ouais. Enfin, tu sais, tu peux aller voir plein de films, tu sors et tu les oublies au bout de quelques heures. Et là, il faut être... Tu vois, tu peux pas l'oublier, c'est pas vrai. Alors, avant de parler de Toufik, juste je fais une petite digression parce que je vais oublier sinon. Alors, pardonne-moi, c'est une question indiscrète. Tu disais que ta maman avait pensé à Fanny Ardant. Ta maman est cinéphile, tout comme toi? Non, elle est pas cinéphile. Non. Enfin, je dis comme ça, non, comme si c'était évident. Mais c'est vrai, non. Elle va 3 fois par an au cinéma. Le cinéma, c'est vrai que quand tu étais enfant, c'était pas forcément, c'était pas, voilà, c'est ça que quand je me souviens, c'était pas. On va pas raconter. C'était pas un rôle. Un mythe, on va pas raconter un mythe. Pas chez toi. Écoute, moi j'allais au cinéma parce que à Alger, à l'époque, on avait des salles de cinéma. Oui, paraîtrait-il. Et on avait un programme dans Algérie Actualité. Il y avait un programme des films. Il y avait l'ABC, il y avait toutes les salles. Donc il y avait quelques films et avec la famille, c'est-à-dire avec ma mère, ma tante, enfin mon frère, on est allé voir La Folie des grandeurs.
Ça, on est allé le voir en famille. Ce qu'on a vu en famille, c'était très peu de films, mais on a vu La Folie des Grandeurs à l'Algéria, on avait vu Les Clowns de Fellini. Ça, c'était une idée de mon oncle d'aller voir ce film, mais qui n'a plu à personne. Et toi aussi, j'étais trop petit, moi je m'étais endormi. Parce que c'est pas un film très... Enfin, c'est un peu difficile. Mais par exemple, il était programmé. Il était passé les clowns. Et après, j'allais voir des comédies, L'aile ou la cuisse, Baiser d'Athènes, enfin tout. Voilà. C'est plus tard, toi, le cinéma a vraiment pris un rôle. Et après, à 17-18 ans, quand mon professeur de philosophie à Paris, en France, nous a emmené voir Médée de Pasolini. C'était sur le thème de l'anthropophagie. On allait étudier en philosophie l'anthropophagie et comme exemple, elle a amené voir la classe, d'où d'ailleurs l'importance, le rapport professeur-élève, d'emmener les élèves voir un musée, un film, tout ça. On est allé voir Médée de Pasolini. Et là, j'avoue que ça a été un choc parce que je ne m'étais pas imaginé qu'on pouvait faire des films différents de L'aile et la cuisse. Pour moi, les films, c'était La Folie des Grandeurs, L'aile et la cuisse. Et je vois ce personnage de Médée, de Jason, et en plus avec un écho avec mon pays, c'est-à-dire je venais à peine d'arriver, j'avais la nostalgie, j'ai vécu des situations similaires, tu vois, le nombre de cousines et de tantes qui étaient en instance de divorce ou qui avaient divorcé et qui hurlaient parce qu'elles voulaient retourner chez leur mari et qui allaient voir des sorcières. Donc tout ça, c'est du vécu, et donc j'ai transposé, et je découvre Médée, Jason, toute cette histoire magnifique, et puis en plus le film, le décor. Et à partir de là, je commençais à aller voir, d'abord je suis allé voir pratiquement tous les films de Pasolini, et j'allais voir les autres films, et je commençais à faire ma cinéphilie. Et c'est vraiment beaucoup plus tard que tu t'es dit, tiens, pourquoi je ferais pas moi-même quelque chose? Si tu veux, là, donc cette période, c'est découvrir le cinéma. Puis après, j'étais pas contraint, mais bon, tu as toujours, tu penses à faire des études et non pas à faire du cinéma. Donc j'étais en droit. Et après, j'ai décidé, tu sais, bon, là, c'était un moment un peu difficile et douloureux d'arrêter le droit et de prendre des cours de théâtre. Et donc j'ai continué, en prenant mes cours de théâtre, d'art dramatique, j'ai continué à aller voir les films, et petit à petit à me dire, voilà, pourquoi pas. Et puis je suis parti à New York, j'ai pris des cours de cinéma, et c'est là où j'ai fait les courts-métrages. Mais là, je saute sur l'occasion, parce que déjà, premièrement, où peut-on voir ces courts-métrages? Ils sont chez moi, à la maison. Parce que j'ai pas l'impression que tu les montres, ces deux courts-métrages. Ces courts-métrages n'ont jamais été sélectionnés. Ils ont été sélectionnés dans des festivals aux États-Unis, mais en France, ils n'ont... Tu sais, j'ai pas fait partie de... J'ai te retrouvé à New York. Oui. Prends la décision d'aller ailleurs. J'ai pris la décision d'aller ailleurs pour... Tu sais, ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'en allant dans un pays, chez les anglo-saxons, c'est une autre énergie. Parce que j'ai fait un premier voyage pour Londres. Je suis allé à Londres pour casser pour changer, pour casser un peu le rythme que j'avais ici à Paris. Donc je suis allé, je devais avoir, je sais pas, à l'époque 23 ans ou 24 ans. Et c'est à Londres que j'ai pris la décision de ne plus faire d'études. Je suis allé à Londres et j'ai travaillé là-bas comme vendeur. Je suis resté presque un an. Et c'est là où j'ai commencé à avoir cette énergie, tu sais, un peu combative. Et après, en rentrant de Londres, j'ai pris les cours d'art dramatique. Et quand j'ai fini mes cours d'art dramatique, je me suis dit, là, je voulais pas aller à la FEMIS. Je trouvais que c'était un peu compliqué. Il y avait la dissertation, il y avait des choses, un examen. Le dossier, oui. Et j'ai préféré la méthode anglo-saxonne. Je me suis dit, je vais me prouver à moi-même que je peux aller dans un pays comme une ville comme New York. Et je suis allé là, je me suis inscrit à l'université. Tu sais, là-bas, c'est rapide. Tu arrives à l'université, tu t'inscris, tu prends des cours. Et les courts-métrages, pour revenir, et donc ils n'ont pas été sélectionnés en France, et voilà. Et ça parle de quoi, ces deux courts-métrages?
Et justement, le premier, c'est une adaptation de Médée, d'Euripide, donc, qui se passe à New York, dans un cadre typiquement new-yorkais. J'ai un peu fait à la Baudrillard, c'est-à-dire j'ai pris en sorte que les bâtiments, tu sais, il y a des bâtiments qui font penser à une cité antique, parfois en briques, en pierre. Donc j'ai filmé un peu, ça c'était la ville de Jason, c'était la Grèce, c'était la civilisation. Et puis Médée, j'ai filmé à Coney Island, dans des endroits un peu désertiques. Bon, il fait 8 minutes, en noir et blanc. Et le deuxième... C'est un petit documentaire ou c'est... Non, c'est une donc en anglais, c'est en anglais. En anglais, oui. Avec des comédiens et des... Avec des comédiens tu vois, du cours. Oui. Alors, le premier exercice, c'est de filmer sans dialogue. C'est un film muet. D'accord. Donc ça, c'est le premier exercice. Et d'avoir une Bolex. Et une Bolex, ton plan ne dure que 25 secondes. Ça, c'est la contrainte. Et quand tu réussis ce premier exercice, on te donne une Arriflex, où les plans peuvent durer plus longtemps, et on te donne de la couleur et les dialogues. Et le deuxième, c'était... Et le deuxième, c'est une adaptation d'un poème que j'ai filmé un peu chez moi, un peu sur la terrasse. Mais par contre, j'ai pas filmé les rues de New York, tu vois. J'ai pas appris, j'ai pas eu ce courage d'aller faire un truc à la Cassavetes. Tu vois, j'ai fait des choses un peu révolues. J'espère qu'un jour on pourra le voir, on pourra voir ça, c'est intéressant quand même, ça reste... Toufik. Lors d'un casting, tu as rencontré... Oui, j'ai fait un casting et j'ai rencontré Toufik et j'aime beaucoup sa personnalité et surtout c'est quelqu'un qui apportait beaucoup au personnage de Zino, tu vois, il était là, il avait des propositions intéressantes, il a patienté, parce que Toufik était là depuis plus de 2 ans. Donc, et moi je l'ai amené vers quelque chose de plus, parce que Toufik est quelqu'un d'un peu violent, tu vois, il a une force comme ça physique, et j'ai essayé à chaque fois d'aller contre cette force physique, d'aller ailleurs, et je pense que c'est pas mal, ça lui a fait du bien. Zino l'est un peu aussi, Enfin, c'est pas une force tranquille, j'ai l'impression, Zino. Non, mais alors écoute. La question était là. Est-ce qu'on en fait on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'on en fait un beurre agressif, violent, qui découvre que son père est un transsexuel, donc pour lui c'est un PD, c'est tout ce que tu veux, et il va le tabasser. Un malade d'ailleurs. Un malade, il va le tabasser, d'accord ? Il le frappe, il le tabasse, et il rentre à la maison. Ou est-ce qu'on essaie de faire un personnage un peu différent de ce qu'on pourrait s'attendre, et d'essayer de faire un personnage apaisé. Tu veux dire le stéréotype du beurre agressif, c'est ça? C'était ça la question. D'accord. C'était ça la question. Est-ce qu'il allait être simplement un mec qu'il allait lui taper dessus, il est agressif, auquel on s'attend tous, ou est-ce qu'on va essayer de construire un autre personnage? Tu vois, de voir un peu quelqu'un d'autre avec une autre sensibilité. Parce que quand tu regardes les documentaires, moi je regarde beaucoup les documentaires qui se font en France, sur les banlieues par exemple, ou je pense à un documentaire comme Les Daronnes, que j'ai vu sur France 2. C'est très intéressant parce que c'est toujours des personnages qui te surprennent, en tout cas, qui me surprennent, tu vois. Il y a toujours, des personnalités, c'est par exemple cette maman qui parle pas français, qui parle à peine français, mais qui s'est mis à la peinture, tu vois, Et je m'étais dit, c'est ça, est-ce qu'on va vers ce type de personnage qui existe et qu'on voit uniquement dans les documentaires, parce qu'ils sont faits par les gens eux-mêmes, ou est-ce qu'on va dans un personnage cliché, c'est-à-dire, il va lui taper dessus, lui rentrer. Donc j'ai décidé un peu de le faire de cette manière-là, et de ne pas... Et que le problème n'est pas son identité. Le problème, c'est son rapport qu'il a avec son père. On ne parle pas de leur intégration ou de leur non-intégration. Ils sont simplement eux. Ils vivent là, tout simplement. La mère a travaillé, le père, il fait ce qu'il a à faire, et ils ont vécu, et lui aussi, il travaille, il est accordeur, et tout simplement. Donc c'était ça un peu l'idée, c'était d'apaiser les choses et de ne pas en parler, simplement de parler d'un drame familial qui pourrait se passer dans dans une autre famille. Les trois d'ailleurs c'est-à-dire Malika, la maman, lui, Zino et Farid Lola,
les trois ont un lien avec le milieu, le monde de l'art. Oui. Ça, c'était quelque chose de... Parce qu'à un moment, Lola dit, en parlant de son père, qu'il était brutal. Donc on imagine un peu pour quelle raison il devait l'être, je pense. Enfin, moi, j'imagine qu'il était brutal parce que, à mon avis, son père voyait déjà des choses. Voilà, voilà. Et mais elle dit à son fils, en parlant donc de son père, elle dit, mais lui, il n'était pas un artiste. Oui. Et donc cette question, est-ce que c'était très important pour toi que ces trois personnages-là aient un lien, une connexion avec le milieu artistique? C'est-à-dire que, tu sais, on parle toujours de filiation, tu ressembles à qui? À ton père, à ta mère, enfin. Et je voulais qu'elle soit fière de se dire, voilà, je suis parti, je l'ai pas élevé, mais je suis quand même fier de lui, et c'est un artiste comme son pater, parce qu'il est accordeur, il aime la musique, et puis il a cette boutique magnifique, très belle, qui est dans un passage. Oui, c'est pour ça que j'ai envie de te dire que rien ne le prédestine à être vraiment agressif, finalement. Oui, mais à l'origine, il était dans une boutique de portables. Alors quand il était dans une boutique de portables, automatiquement, il était agressif et violent. Je l'ai retiré de sa boutique de portable et je l'ai mis en tant, tu vois, accordeur dans un passage. Ah ouais, non, mais c'est ça. Puis ça donne sur aussi une librairie. Juste en face, il y a une librairie. D'ailleurs, il y a 2-3 plongées comme ça sur... Voilà. Ouais. Et ça, c'est un passage que j'aime beaucoup, que je connaissais parce que je passais souvent par ce passage. Et j'avais toujours envie de filmer un passage parisien. Et là, le hasard a fait que cet endroit était vide. Et tout autour, tu as vu cette librairie en face, qui tu as l'impression qu'elle sort d'un autre temps. Mais il y a des plans comme ça dans ton film, ou des petits plans, on a l'impression que ça peut être des plans volés, des choses comme ça, où tu t'attardes sur des petites choses, et on sent que... Je vais te poser une question bizarre, mais est-ce que... C'est même pas une question, j'ai l'impression que tu l'aimes beaucoup, ce film. Et parce que les autres, je n'aime pas les autres. C'est pas ça, je sais pas comment te l'expliquer. Parfois, je pense que les créateurs peuvent avoir... Par exemple, la question, est-ce que tu revois tes films? Ah non, je peux pas. Ah oui. C'est difficile. C'est difficile. Ouais. J'imagine que ça va être difficile de voir les premiers films, même. Ah, je vois plus du tout le premier film. C'est plus possible. Ça, je peux pas te lâcher avant d'avoir posé 2-3 questions là-dessus. Non, c'est plus possible. Mais donc, je sais pas pourquoi ce film-là, je te sens vraiment... Écoute, j'ai tellement souffert pour le faire, c'est-à-dire pour avoir le financement, mais j'ai vraiment galéré. Je crois 3-4 ans, quoi, à peu près. J'ai galéré. Ça a été tellement compliqué, ça a été tellement dur. Je me suis dit, on veut me mettre à la touche. J'étais furieux, j'avais du ressentiment envers tout le monde. Et après, quand les choses commençaient à se faire, je m'étais dit, cool, je vais être très cool, je vais faire ce que j'aime faire, je n'ai rien à prouver à personne, je vais tout simplement faire le film, voilà, faire le cinéma, faire les images que j'aime, tourner comme je veux tourner. C'est la première fois que je tournais dans les rues de Paris, alors j'allais en profiter. J'allais pas commencer... Que tu as vécu à Paris longtemps même. Longtemps, j'allais pas faire la fine bouche. J'avais un rapport très compliqué donc avec Paris, c'est pas une ville facile. J'étais solitaire, j'arrive, en réalité je suis parti, j'avais 16 ans de chez moi, je me retrouve tout seul à 17 ans dans une chambre d'hôtel, enfin tu vois, c'est des rapports très compliqués quand tu te retrouves dans une chambre d'hôtel d'immigrés algériens à l'âge de 17 ans et que t'as pas envie d'avoir cette image-là parce que tu te dis ça y est, c'est foutu pour moi parce que je suis dans un hôtel, c'est foutu pour moi, je vais continuer à vivre dans cet hôtel-là jusqu'à la fin de mes jours, tu vois. Donc tout ça est très lourd, la ville est difficile, les gens sont difficiles, les rapports, le travail, enfin tu vois, c'est quand même, c'est pas du gâteau hein, cette ville. Donc j'avais un rapport un peu conflictuel, tu sais, j'étais un peu agressif, j'avais du ressentiment encore une fois. Et après je m'étais dit allez, on va essayer de la filmer, je vais la filmer, je vais prendre cette lumière qui n'est pas toujours très belle. C'est pas la lumière de la ville d'Alger, ça. Non, c'est impossible. Ouais, ça, c'est clair. Le site est difficile parce que c'est un peu plat. Profiter de la Seine, c'est pas la mer, mais c'est que tu vois. Et filmer un rue Poliveau dans un immeuble moderne, tu vois, pas toujours l'haussmannien. Mm-hmm. Donc pour répondre, oui, j'étais apaisé. Enfin, je suis apaisé.
aussi une autre question, parce que tu es quand même celui qui a, à mon sens, qui a su filmer cette actrice comme personne, c'est Biouna. Quand est-ce qu'on revoit Biouna dans ton cinéma? Je ne sais pas, Dieu seul le sait. C'est vrai que oui, Biouna, c'est une longue histoire avec Biouna, tu vois. Parce que... Ça a commencé même quand c'est une histoire qui a commencé même depuis que tu es enfant, je crois. Il y a des souvenirs de télé ou de la qu'elle avait. Tu vois, Biouna qui était cataloguée dans les sketchs, dans le comique, qui était méprisée, qui était ostracisée. Et bon, maintenant ça a changé, bien sûr. Après on a découvert, dit tiens Biouna, et moi quand j'ai commencé, j'ai travaillé avec elle avec le haram de Mama Osman, je l'ai prise un peu dans son rôle à elle, tu vois, le rôle de la domestique fofolle, parce que je savais pas exactement comment on allait bosser ensemble, et c'est après que quand je l'ai connue vraiment, je me suis dit c'est une tragédienne cette femme, c'est pas une comique, c'est une tragédienne, et elle a fait ce rôle là très beau dans Viva et puis dans Délice Paloma qui est son meilleur rôle. On a tourné en rond. On va repasser par le même barrage. Ils vont trouver ça louche. Madame, on va leur demander notre chemin. Mais où tu vas? Comme ça, on passera pas par le même barrage. Je sais pas où on va, mais on y va. On respire plus. On va mourir. Oui, c'est tout foutu merde. Écoutez. Ce qui m'intéresserait, c'est en effet de tourner une histoire locale là-bas, avec tous ces comédiens que j'aime bien, et de faire une histoire, une histoire 100% de là-bas, mais avec des comédiennes et des comédiens de là-bas. Tout là-bas. Le financement là-bas, tout. Pas besoin d'aller chercher du financement ni à Dubaï, ni en Belgique, ni en France. Tout local. Si on pouvait faire au moins une fois ça, c'est-à-dire de faire tout local. Made in Algeria, tout, 100%. Et ne pas aller chercher une télévision, ne pas aller chercher Arte, ne pas aller chercher je ne sais quelle autre chaîne. Tu vois ce que je veux dire ? De faire tout. Et d'être capable de dire voilà ce que nous pouvons faire. Et on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Nous faisons avec les moyens du bord, parce que, voilà, avec nos difficultés, avec nos connaissances, mais le faire. Pour le mot de la fin, c'est une question un peu... Mais... moi, il y a un plan que j'aime beaucoup dans un de tes films qui est Le harem de Madame Osman. C'est ce plan merveilleux où tu as tes protagonistes qui se retrouvent dans une voiture, qui vont à un mariage. Et puis à un moment, en chemin, elles s'arrêtent parce qu'elles entendent que la fête a commencé. Et tu filmes en plan large, la voiture s'arrête, elles sortent de la voiture et elles dansent. C'est bien que tu parles de ce plan parce que, tu vois, ça c'est... Pour moi, c'est ça ton cinéma. Oui, parce que tu vois, ça c'est une liberté, une véritable liberté. Il y a un désir de cinéma et il y a de la liberté. Et c'est bien que tu en parles, il ne faudrait pas que j'oublie ce plan, parce que ça c'est... Pour moi, ton cinéma, c'est ça. Parce que ça que je retrouve dans Lola Pater aussi. C'est pas évident, ce plan. pourquoi elles sortent de la voiture. Je vais avoir l'autre cuidance de te dire, est-ce que tu te souviens qu'avant, on entend on l'entend les échos qui résonnent, on entend quelque chose, et la voiture s'arrête, et tu fais un plan large. Et puis elles se mettent à danser en plein milieu de la route. Et le temps est suspendu, c'est ce que je retrouve souvent dans Lola Pater. C'est pour ça que pour moi, il y a quelque chose, il y a un lien très fort avec Osman.
Il est très fort. La filiation, ce personnage fort caractère, Haussmann et Lola. Il y a aussi quoi d'autre, qu'est-ce que je pourrais dire, l'Algérie, toujours l'Algérie, parce qu'il y a d'Algérie, tu en parles aussi. Oui. Et ça c'est clair. Les personnages ont même un conflit avec exactement. Mais voilà, il y a quelque chose. Je trouve qu'il y a un lien. Merci beaucoup Nadir. Merci et donc la prochaine fois que l'on se verra, ce sera 1 an ou 2 après ton prochain film. D'accord. Comme ça te laissera le temps. On va encore vieillir, c'est pas grave. Moi tu vieillis bien, je trouve.